DPE, diagnostic de performance énergétique, la valeur verte des logements prend de plus en plus d'importance. On a besoin d'être accompagné, d'être suivi. C'est ce que l'on va voir avec nos spécialistes. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo Télé Île-de-France pour nous éclairer sur la rénovation énergétique, l'impact de la loi climat et résilience, qu'on est très heureux de recevoir ici aujourd'hui. C'est Danielle Dubrac, bonjour. Bonjour. Présidente de l'UNIS, alors l'Union des syndicats de l'immobilier. Et Tanguy Dupont, bonjour. Bonjour. Pour Elio, alors vous êtes, directeur du pôle Habitat collectif chez Elio, responsable des solutions, spécialiste dans le domaine, notamment de la rénovation et tout ce qui est accompagnement. Alors, entre l'impact des mesures environnementales, les diagnostics de performance énergétique, les enjeux en matière de rénovation, la valeur verte des logements, elle prend de plus en plus d'importance. Encore faut-il être bien informé, bien accompagné. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous demander à tous les deux, avec un peu de recul et vos différentes remontées du terrain, la loi climat et résilience, est-ce que c'est finalement un frein ou une opportunité? Danielle Dubrac. Eh bien, c'est le bailleur essentiellement qui est visé, puisque la loi climat et résilience, avec des échéances, on y est d'ailleurs, 2023, c'est les passoires énergétiques les plus défavorables, et puis ensuite progressivement 2025, 2028, 2034. Et donc c'est le bailleur qui est visé, puisque l'interdiction de louer vise celui qui loue. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il faut rénover. Pour pouvoir rénover, il faut pouvoir décider des travaux. Le bailleur, il peut décider, et d'ailleurs, on préconise systématiquement aux propriétaires, aux copropriétaires, même aux locataires, de regarder le DPE, en tout état de cause, de faire le DPE, puisqu'il va indiquer l'étiquette énergétique. Et donc le bailleur, il est tenté de faire des rénovations partielles. Nous préconisons la rénovation globale. Et en copropriété, en habitat collectif, il faut décider en assemblée générale. Et donc c'est là où le bailleur peut être un petit peu malmené par rapport aux propriétaires occupants qui n'ont pas cette obligation. La valeur verte, c'est effectivement très important puisque ça joue sur la décote, ça joue sur l'interdiction ou pas de louer. Ça prend sur la valeur vénale de plus en plus. D'accord, très bien. Tanguy Dupont. Alors, opportunité, frein, de façon globale. Alors, à mon sens, un frein, c'est certain au début, en tout cas temporaire, parce qu'il faut s'habituer à cette nouvelle situation. Il faut que les propriétaires bailleurs apprennent à faire des travaux, apprennent à provoquer des travaux dans leur copropriété ou dans leur maison, ou qu'ils apprennent simplement à accepter une décote de leur logement, parce que finalement, c'est ça aussi qui va arriver, puisque la personne qui va acquérir le logement va devoir faire des travaux que le propriétaire bailleur n'a pas forcément fait. Et nous, on voit aussi face à ça une grosse opportunité, d'avoir un parc rénové, moins émetteur de gaz à effet de serre, moins énergivore, tout simplement. Et puis des propriétaires bailleurs, comme disait Daniel, qui rentrent aussi plus en assemblée générale et qui prennent une position pour réaliser des travaux. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était plutôt les propriétaires occupants qui généralement voulaient plus de confort, voulaient rénover leurs biens. Et maintenant, les propriétaires bailleurs commencent à demander également des rénovations dans les copropriétés. Donc ça, pour nous, c'est une bonne chose. Très bien. Alors, Danielle Dubrac, on va voir, vous qui couvrez l'ensemble des métiers de l'immobilier, on va voir notamment le calendrier pour l'avoir en tête. On va le voir ici sur l'image, sur ce diagnostic de performance énergétique. Alors, interdiction de louer un bien classé G, notamment, depuis 1er janvier 2023. Alors en fait, c'est G+, c'est vraiment pour les plus énergivores. Et puis petit à petit, donc on a l'audit obligatoire. Là, c'est pour les maisons individuelles, depuis le mois d'avril. L'interdiction de louer un bien classé G à partir de 2025. Et puis 2028, location concerne là un bien classé F. Alors, il faut préciser que ce sont les nouveaux baux. Il faut bien avoir ça en tête. Sur ce calendrier, les remontées terrain. Les remontées terrain, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vendent. Le bailleur, il est confronté à quoi? Il est visé, il est mal aimé, il est un peu maltraité. Il n'y a pas eu de choses intéressantes au niveau du CNR. Il faut savoir aussi que les étiquettes DEFG, c'est 40% du parc loué. Donc ça, il faut avoir ce chiffre en tête. Le deuxième chiffre en tête, sur les copropriétés, 60% des lots en copropriété sont loués. Donc c'est vraiment le bailleur qui pose problème.
Est-ce que le calendrier est à ajuster? Oui. La réponse du gouvernement, c'est non, on ne touche à rien. Donc du coup... Mais alors pourquoi dit-il ça? D'ailleurs, est-ce que le calendrier peut évoluer? C'est-à-dire que si maintenant on remettait à plus tard, ce serait peut-être un frein aussi pour toute la dynamique concernant les artisans, la rénovation. Est-ce qu'il n'y a pas une tactique ou une stratégie dans le domaine? Chaque individu est quand même confronté au dérèglement climatique et donc c'est approprié la nécessité d'aller vers la neutralité carbone. Ça, c'est le sens de l'histoire. Le problème, c'est le financement. C'est effectivement la décision collective en Assemblée Générale. C'est ce qui est le plus difficile, puisque là, on n'est pas maître de sa rénovation, si je puis dire, surtout s'il y a un chauffage collectif ou des choses comme ça, ou de l'isolation globale du bâtiment. Et donc, c'est vraiment le financement qui est le problème. Donc, il faut regarder une chose, c'est que l'énergie a coûté cher, l'énergie coûte cher, donc du coup, au-delà de la sobriété énergétique, de tout ce qui est individualisation des frais de chauffage, donc les éléments de mesure pour savoir si on consomme bien l'économie d'énergie, il faut consommer moins. Pour consommer moins, il faut rénover. Donc il n'y a pas à discuter, il faut absolument décider la rénovation. Donc il faut aider le propriétaire occupant, le propriétaire bailleur, à rénover, à prendre des bonnes décisions au bon moment. Le calendrier ne sera peut-être pas ajusté. Tout à l'heure, on disait que peut-être c'est pour les baux en cours. Oui, ça a été dit, c'est pas forcément écrit. L'interdiction, normalement, le coup près, c'est la date anniversaire, telle que vous l'avez annoncé. Il semblerait que pour les baux en cours, il y ait un ajustement possible, c'est-à-dire qu'on attend de la fin du bail. Nous demandons pour les relocations ou pour les locataires qui ne sortiraient pas du logement, que ce calendrier ne soit pas indispensable. Parce qu'il faut bien lisser dans le temps. Vous avez parlé des professionnels RGE, vous avez parlé du financement, tout ça, il faut que ça se fasse. On est conscient du problème, mais dans le temps, il faut pouvoir réaliser ces travaux. Donc c'est difficilement tenable, selon vous, en tout cas, ce calendrier C'est nécessaire, c'est utile. Nous, les professionnels de l'immobilier, on va accompagner, on va parler des différentes primes. On voudrait d'ailleurs même être mon accompagnateur Rénov', on voudrait être agréé pour ça. On peut accompagner, mais le nerf de la guerre, c'est quand même le financement et la rénovation globale. Il faut pousser la rénovation globale et donc il faut que les intérêts des uns et des autres, qui sont divergents aujourd'hui entre un copropriétaire occupant par exemple et un copropriétaire bailleur, il faut qu'on ajuste les points de vue de chacun et qu'on puisse rénover. Si le calendrier bouge ou si la réglementation bouge ou si de temps en temps on fait une MaPrimeRénov' version 1, version 2, etc., les gens ne vont pas voter. Si le calendrier est très clair, si le financement est très clair, le fait que les gens se sont appropriés le sujet, et donc ils vont voter. Si ce n'est pas clair, ils ne vont pas voter. Ouais. On va voir justement par rapport aux copropriétés, alors c'est une autre infographie sur justement un calendrier que l'on va voir en image. Voilà. Pour les copropriétés supérieures à 200 lots, entre 50 et 200 lots et inférieurs à 50 lots, voilà, là aussi, est-ce que ça vous paraît tenable, Daniel ? Alors, ce qui a été décidé, c'est de faire un diagnostic collectif. On ne sait pas, nous, si le diagnostic collectif va l'emporter sur le diagnostic de performance énergétique individuelle. Nous avons demandé à ce que ça soit... qu'il y en ait un qui prime par rapport à l'autre. Peut-être le DPE pour les copropriétés, l'étiquette soit importante par rapport au DPE individuel. C'est important parce que d'abord, ça permet quand même de ne pas défavoriser les propriétaires qui ont un DPE défavorable. Si le plan pluriannuel de travaux est voté, et donc c'est une histoire effectivement de taille de copropriété, et bien à ce moment-là, suspendre l'indécence, puisque vous savez qu'un logement qui n'a pas une bonne étiquette est indécent au niveau de la réglementation, suspendre cette indécence le temps de la réalisation des travaux. Il a été inversé le DPE et le PPT, le plan pluriannuel de travaux. Voilà, on fait avec la loi, puisque pour pouvoir voter un plan pluriannuel de travaux, il va falloir intégrer le DPE bâtiment. Bon, c'est à l'envers, puisque l'obligation du DPE n'est pas de même nature que le plan pluriannuel de travaux, dont acte. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise, on essaye de donner tous les éléments, et Elio est un partenaire indispensable pour pouvoir faire voter ces travaux à tout prix. Et le DPE, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut refaire vos DPE, si jamais vous êtes propriétaire, occupant d'ailleurs, ou bailleur, de façon à savoir quelle est la marche à suivre ensuite pour pouvoir bien rénover et pour pouvoir louer dans de bonnes conditions. Oui.
Alors, bien rénové, l'accompagnement justement transition avec Hélio. Alors vous qui menez des études aussi sur le terrain et des enquêtes régulières, quel est l'état d'esprit? Où en est-on? Est-ce qu'on a envie justement de plus en plus de faire ces travaux? Est-ce qu'on y est contraint? Ou qu'est-ce que vous avez comme retour, vous? Alors c'est assez mitigé, on voit de plus en plus de personnes qui se tournent vers la rénovation globale, donc le message que passe l'UNIS, il est entendu. Nous on le porte depuis des années, c'est de faire des travaux, des bouquets de travaux qui vont aller chercher une vraie performance. Même MaPrimeRénov' est en train d'évoluer pour l'année prochaine avec un pilier performance justement pour aller faire plus de rénovation globale. Leur objectif c'est d'en faire 200 000, ça concerne encore beaucoup de la maison individuelle. En copropriété on a MaPrimeRénov' copropriété qui est le pendant de MaPrimeRénov' pour les copropriétés, qui va aussi aller aider à financer des rénovations globales. Donc c'est vraiment là qu'est mis l'accent sur cette rénovation globale. Ce qu'on voit nous sur le terrain, c'est plutôt des personnes qui sont plus sensibilisées. On a de plus en plus de personnes qui sont accompagnées par Hélio par exemple dans des rénovations globales, mais aussi par tous les autres acteurs. Mais on en a aussi moins d'après les sondages qu'on fait. Et alors pourquoi? À mon sens, c'est une raison assez simple, c'est la hausse des prix de l'énergie tout simplement. Nous, on a vu des copropriétés qui étaient engagées dans une rénovation globale, qui se retrouvent dans un flou du coût de l'énergie pour leur copropriété, qui se retrouvent aussi dans des situations d'impayés. Et une situation d'impayé, ça veut dire pas d'éco-prêt à taux zéro collectif. Et ça, c'est une arme vraiment efficace en plus des aides pour réaliser une rénovation globale. Le critère principal pour avoir un éco-prêt à taux zéro collectif, c'est de ne pas avoir d'impayé de charge. Et donc, on se retrouve sur certaines copropriétés avec des impayés qui empêchent cet éco-prêt à taux zéro. Alors, vous allez nous montrer deux exemples, notamment de rénovation globale. Alors, sur Figaro Télé Île-de-France, on est avant tout à Paris, en région parisienne. Et là, c'est deux exemples, notamment d'immeubles haussmanniens. Alors, explication, Tanguy. Alors là, on est sur un immeuble haussmannien d'une vingtaine de logements. Et on a deux scénarios possibles, entre guillemets. On a pris un exemple en F assez classique. On a évidemment aussi du G, du E, mais c'est assez classique pour un immeuble haussmannien d'être dans ce type d'étiquette-là. Et on a deux possibilités. On peut faire une rénovation partielle. On peut aller chercher un gain d'une étiquette en dépensant un petit peu d'argent pour chaque copropriétaire. Ici, on est sur un coût de la rénovation à 110 000 €. On va aller chercher du E à 307. Donc on va gagner une échéance. On ne va plus être interdit à la location pour les bailleurs en 2028, mais on le sera en 2034. Donc on gagne un peu de temps. Et puis, entre guillemets, on verra plus tard, est-ce qu'on arrive à aller chercher du D sur cet immeuble-là. Dans le deuxième exemple qu'on a, puisque celui-là, en fait, bénéficie de très peu d'aides. On est sur du monogeste. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment encouragé par les aides. Il va y avoir un petit peu d'aide sur les certificats d'économie d'énergie. Mais on était quand même à plus de 5 000 € par copropriétaire avec franchement très peu d'aide. Sur une rénovation dite globale, on va aller chercher un gain plus important. On va essayer de faire 35% de gain énergétique. C'est la limite qui a été fixée dans les bouquets de travaux pour pouvoir permettre d'avoir MaPrimeRénov' copropriété. C'est quand même 25% du montant des travaux, c'est pas rien. Et les certificats d'économie d'énergie qui vont osciller entre 5 et 15%, c'est en fonction du gain énergétique qui a été fait. Ça permet aussi ce fameux éco-prêt à taux zéro. Donc chaque copropriétaire pourra emprunter avec un plafond qui est très élevé, qui va jusqu'à 50 000 €. Donc on n'a jamais besoin d'aller chercher tout le plafond, mais qui leur permet de financer leur reste à charge et de le payer en mensualité sur 15-20 ans. Sur cette rénovation globale, on est à 660 000 €. Donc on est à 33 000 € par copropriétaire. Donc c'est un coût qui est élevé. On dépasse les plafonds de MaPrimeRénov' copropriété. Pourquoi? Parce que c'est un immeuble haussmannien. C'est un immeuble sur lequel on ne peut pas faire une isolation thermique par l'extérieur complète facilement. On va faire juste l'isolation des murs qui sont à l'intérieur sur cour. On va faire les planchers, la chaudière, les combles. Et là, on va quand même pouvoir aller chercher un certain nombre d'aides. On va avoir entre 6 et 8 000 € par copropriétaire d'aide. Donc ce n'est pas totalement négligeable. Mais on est quand même sur un coût qui reste assez élevé, notamment pour les immeubles haussmanniens. D'accord. L'étiquette énergétique devient de plus en plus un critère d'achat indispensable. Ça, vous le voyez de plus en plus, Daniel? Et oui, absolument, parce qu'il y a deux alternatives pour un bailleur. C'est je rénove, donc ça veut dire qu'il faut le financement, ou bien alors je vends. Et je vends. Alors évidemment, les banques sont assez frileuses pour l'acheteur, côté acheteur. Et donc, vous regardez un prêt avec la quote-part de travaux à faire, peut-être, pour avoir une meilleure étiquette. Donc, c'est une décote, mais ça ne résout pas le problème de la décarbonation, de la neutralité carbone. C'est pour ça que vraiment, le problème premier, c'est le financement. Et nous, on a demandé qu'il y ait des modifications au niveau des règles de majorité. Par exemple, abaisser les majorités en Assemblée générale pour les travaux, mais surtout permettre un recours au prêt collectif pour le syndicat des copropriétaires, pas pour
plusieurs copropriétaires dans une copropriété, mais pour le syndicat. Ça veut dire qu'il faut que les banques se mettent autour de la table, mais aussi les courtiers en financement, mais aussi les assureurs tout court par rapport à une garantie du prêt. Voilà, donc on joue là-dessus. Le deuxième point aussi, c'est que vous savez, quand on vote des travaux en copropriété, il y a à la fois la décision des travaux, le financement, le contrôleur technique, le choix de l'entreprise. Et donc, c'est plutôt de faire des commandes groupées, c'est-à-dire des scénarios complets qui intègrent l'AMO, l'entreprise, le contrôleur, le financier. Et donc, on voterait scénario 1, scénario 2. Comme ça, on est en filière. Et puis, finalement, ça peut être fluide au niveau de la décision. Et puis, comme je vous disais en préambule que le bailleur est quand même mal aimé, nous, c'est le statut du bailleur privé. Le bailleur privé, entre les taxes foncières, l'encadrement des loyers, sans d'ailleurs prise en compte de la bonne étiquette ou non du logement, on est pour le sauver, puisqu'autrement, il n'y aura plus de logement. Il n'y aura plus de logement à louer. Donc, il faut quand même que ce parc reste ce qu'il est. Il y a besoin de loger des gens en France. Et donc, le statut du bailleur privé, c'est-à-dire un amortissement comptable, donc ça ne coûte quand même pas grand-chose à l'État, tout au long de l'exploitation d'un bien, neuf ou existant, du propriétaire, donc il amortit la valeur vénale de son bien. En contrepartie, il faut qu'il loue son logement un peu moins cher. Et donc du coup, ce bailleur privé qui va payer moins d'impôts va pouvoir mettre cet argent dans une rénovation énergétique pilotée par des partenaires comme Elio. Ça n'a pas été retenu en tout cas au CNR, mais c'est vrai qu'on en parlait beaucoup de ce statut du bailleur privé. Donc c'est une idée qui... Vous relancez, en tout cas, vous restez optimiste là-dessus. On reste optimiste, c'est partagé. Vous et savez notamment qu'on sur la performance verte, que ce soit dans l'ancien et évidemment dans le neuf, puisqu'on est plutôt sur des étiquettes A, B ou C dans le neuf. Donc c'est vrai que ça aurait une véritable logique par rapport à ce sens de l'histoire sur la rénovation énergétique. Vous parliez de filière, justement, Daniel Dubrac. Est-ce qu'on a suffisamment d'artisans aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut les trouver ? Est-ce qu'on les trouve facilement pour réaliser ces travaux ? Il faut poser la question à la CAPEB et à la Fédération du bâtiment. Décryptage, qu'est-ce que c'est CAPEB ? C'est la Confédération des artisans du bâtiment. Donc ce sont des gens qui sont multifonctions, qui font différents corps de métier. Je pense que, évidemment, il y a peut-être moins d'artisans qui ont la mention RGE, mais qu'il faudrait peut-être faciliter les dossiers. Garant de l'environnement. RGE, oui. C'est nécessaire pour avoir les aides qui ont été évoquées par Tanguy. Dont acte, mais il faut quand même faire ces travaux de rénovation. L'énergie coûte cher, et donc du coup, c'est vrai que les gens se sont mobilisés sur les travaux parce que l'énergie coûte cher, et donc il faut qu'on économise de l'énergie. Il faut qu'on consomme moins, ça c'est le vrai sujet aussi, consommer moins. Donc il faut bien isoler, donc il faut bien ventiler, donc il faut bien faire ces travaux. Fiabilité à la fois du DPE, on a aussi beaucoup entendu parler. Est-ce que vraiment c'est fiable ? Parce qu'il y a eu des différentes analyses dans le domaine. Et puis sur les artisans, vous devez entendre souvent ça chez Elio, vous qui accompagnez. Est-ce qu'on trouve facilement ces artisans pour aider à la rénovation ? Alors pour l'instant, on les trouve. Les objectifs sont tels qu'on a une vraie incertitude. Est-ce qu'on va les trouver fin 2024, quand on va arriver au moment de l'interdiction de location des logements G, ou encore plus fin 2028. Et comme disait Daniel Dubrac, EFG, c'est 40% des logements. Si on regarde même depuis le 1er juillet 2021, quand on a eu une nouveau DPE, en Ile-de-France, c'est même 48% des logements qui ont reçu une nouvelle étiquette énergétique. Donc c'est une énorme partie du parc qui va devoir être rénovée, qui va devoir passer au moins en étiquette D à ce moment-là. Et finalement, c'est une dizaine d'années pour faire tout ça. Donc ça va demander effectivement énormément de travail et des artisans qualifiés, compétents, des capacités d'accompagnement. Pour l'instant, le marché est encore en train de s'habituer à ces nouvelles situations. Donc nous, on constate une vraie accélération des travaux de rénovation énergétique, mais il n'y a pas encore de pénurie d'artisans. Mais on la voit venir, on la voit déjà un petit peu sur les diagnostiqueurs, sur la capacité à réaliser les plans pluriannuels de travaux, à réaliser les DPE collectifs. Donc on la verra également certainement sur les artisans. C'est lancé, mais le frein aussi, est-ce qu'il n'est pas sur le reste à charge aussi ? On le voit dans différentes études qui sont menées notamment par vos équipes, que de changer d'étiquette, parfois en moyenne c'est du 30 000, ça peut être 40 000 euros sur une rénovation globale. Tout le monde n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire ? À la fois politiquement ou au niveau des aides, comment mieux accompagner ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ?
Daniel Dubrac? Vraiment, c'est le financement. Je répète et je répète le statut du bailleur privé pour encourager le fait qu'on garde quand même des logements à louer. Et le financement, c'est vraiment important. C'est pour ça que nous, à UNIS, on travaille, vous voyez, avec des partenaires comme Elio, ou bien alors, par exemple, sur un contrat de performance énergétique avec la FEDEN. Ce sont des fédérations professionnelles pour pouvoir regarder le financement, s'il y a une rénovation de chaufferie à faire, le financement en même temps que l'efficacité énergétique. Pour la FIDI, vous parliez du DPE, est-ce qu'il est fiable ou pas? Oui, il est fiable. Simplement, pour les petites surfaces... Il est moins contesté, mais... Il est défavorable. Parce que c'est pas, voilà, c'est de l'arithmétique, on fait des ratios avec les mètres carrés, on regarde la consommation sur l'eau chaude sanitaire ou le chauffage, et donc ça défavorise les petites surfaces. Donc on demande que cette méthode conventionnelle soit revue pour ces DPE. Mais il est fiable, il faut vraiment partir sur quelque chose qui donne un point de départ pour cette rénovation. Et on sait que la confiance, la transparence est indispensable. Qu'est-ce qu'on vous demande à vous, chez Elio, au-delà de l'accompagnement? On parle aussi beaucoup de monogestes, mais aussi de rénovation globale. Quels sont les types d'appels que vous recevez chez Elio? Alors on reçoit vraiment tout type d'appels. Nous, notre expertise, c'est cet accompagnement et c'est le financement. Une grosse partie de notre métier, c'est de la sensibilisation. C'est de dire qu'il y a des aides, c'est possible. C'est d'essayer d'emmener les personnes vers le bon type de scénario. De toute évidence, la rénovation globale en est un. Aujourd'hui, une copropriété, on va l'emmener vers son plan pluriannuel de travaux et son DPE collectif. On va lui proposer de faire aussi un audit énergétique et on est aidé par la métropole du Grand Paris, par exemple, qui finance 5 000 € dans ce cadre-là, quand on fait un DTG avec plan pluriannuel de travaux et audit énergétique. Donc on va accompagner beaucoup de copropriétés dans ce sens-là. On en a déjà beaucoup qui s'engagent et qui auront cet audit énergétique qui donne des scénarios de travaux, qui donne des gains énergétiques et qui permet l'obtention des aides. Donc ça nous permettra de les emmener potentiellement vers des rénovations globales. Le financement reste un sujet important. Aujourd'hui, notre rénovation globale, on va dire classique, c'est à peu près 25 000 € par logement et on va aller chercher 30-40% maximum de financement d'aide. Et on va avoir les 60-65% restants qui seront financés souvent par un prêt collectif. Ouais. Ce prêt collectif, il faut qu'il soit plus facile à obtenir, ça c'est une évidence. Et les aides aussi pour les foyers modestes, très modestes, elles ont déjà été augmentées dans le cadre de ma prime rénov copropriété à 3 000 € et 1 500 € par ménage le 1er avril. Ça, c'est aussi encore un frein. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand il reste même 5 000 € de reste à charge, 6 000 € de reste à charge, s'ils n'ont pas le droit à un prêt, ils ne sont pas capables de financer. Et donc ça, il faut trouver une manière de les aider à financer, peut-être financer sur les économies d'énergie. On réfléchit à des modèles d'ensemblier où on pourrait leur financer leurs travaux, se rémunérer sur les économies d'énergie. C'est des choses qui sont à l'étude en ce moment. Mais c'est aussi ouvrir plus large le prêt collectif ou l'éco-prêt à taux zéro. Très bien. Daniel Dubrac, la location touristique saisonnière n'est pas concernée finalement? Il y a actuellement un groupe de travail sur la fiscalité de la location. Donc ça pourrait changer éventuellement. Ça pourrait changer, ça pourrait changer tout ce qui est location de courte durée ou location touristique. Ça pourrait changer au niveau de la fiscalité plus favorable. Donc de remettre que à le plat logement vacant. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous en pensez sur Oui, parce que c'était un petit peu facile de dire je vais arrêter de louer normalement mon logement et puis je vais le mettre sur un site qui me permet de faire de la location saisonnière. Donc effectivement, c'est sûr qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour qu'il y ait la même obligation sur ce type de logement. Pour terminer tous les deux, quels sont les signaux importants pour justement inciter, conseiller à passer à la rénovation énergétique? Alors il y a le confort aussi tout simplement à la fois de l'habitant, mais ça concerne tout le monde, locataire, propriétaire, bailleur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en conclusion tous les deux? Alors, il y a le confort, il y a la valeur verte. On ne manque vraiment pas d'arguments pour emmener les gens vers la rénovation énergétique. Et en plus, on a les interdictions de location, on a les objectifs européens. Ce dont on a besoin, c'est aussi de long terme, de visibilité. Et cette semaine, elle est assez clé. Il y a notre ministre qui réfléchit aux prochaines directives. Il y a aussi Monsieur Macron qui réunit son conseil pour la planification écologique. Donc il y a plein de stratégies gouvernementales pour mettre en place la stratégie bas carbone, pour mettre en place les nouvelles règles de la rénovation énergétique et les nouvelles aides. Ce dont on a besoin, c'est de long terme, tout simplement. On a besoin que les gens ne soient pas surpris, ne soient pas méfiants, ne se disent pas « Ah, j'ai une aide, mais est-ce que je suis vraiment sûr de l'avoir ?» En copropriété notamment, c'est des projets longs. Ça prend souvent 3, 4, 5 ans pour emmener une copropriété sur une rénovation globale. Il ne faut pas qu'ils se disent « Est-ce que dans 5 ans, je vais vraiment recevoir mon aide ?» Il faut qu'ils soient confiants dans le fait de la recevoir et pour ça, il faut qu'elle soit inscrite dans la durée.
Daniel Dubrac. Exactement le même argument en ce qui concerne un plan, je dirais, quinquennal. Les aides, une fois qu'elles sont décidées, il faut qu'elles soient sanctuarisées. Il faut une stabilité. Il faut passer par les professionnels. Les professionnels sont de bons conseils. Ils sont agents de liaison entre les uns et les autres. Et puis, vraiment, faites vos travaux de rénovation. Ça joue sur la valeur verte. Ça joue sur votre pouvoir d'achat. Ça joue sur l'environnement. Et donc, j'ai envie de dire, au-delà des économies d'énergie, il faut regarder, quand on fait des travaux, combien on a économisé de CO2, de gaz à effet de serre, et c'est quand même ça le plus important, puisqu'on partage tous la même planète. Très bien. Daniel Dubrac, merci beaucoup. Tanguy Dupont, merci infiniment. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.